ici, il y a un risque parce que sans risque, il n'y a pas d'affaires. Chaque fois que vous voyez qu'il y a un risque, c'est là qu'intervient donc l'homme d'affaires. Bonjour à tous, bienvenue à ce autre numéro de PME Inspire. Ce matin, nous avons l'honneur de rencontrer M. Sila Siaka, directeur général de l'entreprise Africa Beverage. Bonjour M. Sila. Bonjour, bienvenue à Côte d'Ivoire PME. Merci. À ce podcast d'échange avec les entrepreneurs. Africa Beverage, si on vous posait la question, vous présentez votre entreprise. Je suis très heureux d'être avec les miens ici ce matin. Il faut d'abord dire que Africa Beverage, c'est d'abord le fruit d'une initiative. Une initiative, comme j'aime le dire, venue de la diaspora. Et avec la conjugaison de tous les cerveaux locaux, notamment cette jeunesse que vous avez pu observer aussi bien dans nos bureaux que dans nos implantations à l'usine, le concept Africa Beverage est né. Voilà, parce qu'il s'agit d'un concept et d'une dynamique est en cours. Une entreprise d'eau minérale naturelle qui ambitionne depuis le début donc, de faire du secteur de l'eau minérale un enjeu d'innovation. Je pense qu'on commence bien cette discussion puisque en général, on utilise tous aujourd'hui de l'eau minérale à la maison, au bureau, ou en tout cas dans notre activité quotidienne. Et puis on se pose la question, quelle est cette industrie, comment cette industrie fonctionne. Donc je pense qu'on aura l'occasion de parcourir un peu les réalités de ce secteur d'activité. Évidemment. Peut-être bien avant cela aussi, peut-être qu'on a eu le temps quand même de faire quelques recherches sur vous. D'accord. Sur votre profil, sur votre parcours. Et puis je dirais que j'espère qu'on a été beaucoup surpris. On est admiratif de votre parcours scolaire et professionnel. Merci. On se pose la question, un Ivoirien qui a eu ce parcours, tout cela, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, il décide de laisser tomber les opportunités professionnelles et de s'engager dans l'entrepreneuriat? Je suis Siaka Sila, je suis un diplômé du MBA de l'Université du Québec à Montréal. Avant ça, j'ai été aussi diplômé en 2SS audit et contrôle de gestion en Côte d'Ivoire. Et avant ça, j'ai eu une maîtrise en sciences de gestion à Abidjan. Et donc, j'ai entrepris une carrière professionnelle très jeune. À l'âge de 23 ans, déjà, j'avais obtenu mon premier poste de directeur général. Voilà, dans une compagnie qui faisait les panneaux publicitaires, je ne vais pas dire des noms ici. Abidjan ici. À Abidjan. Donc, c'était les premières autorisations au niveau du HCA, le Haut Conseil de la communication audiovisuelle, donc, qui permettait donc, la professionnalisation donc, du secteur de la publicité en Côte d'Ivoire. Et j'étais très content et très heureux avec mon équipe de l'époque à relever certains défis. Alors tout ça m'a conduit au Canada, voilà, au Canada, où je suis arrivé et mon premier boulot c'était dans une banque, voilà, aussi curieux. Mais j'ai pu donc faire un parcours dans ce domaine-là, surtout dans le domaine de la promotion et du marketing, notamment lié au secteur des cartes de crédit, Visa, Mastercard entre autres. Donc j'ai gravi les échelons jusqu'au poste de superviseur régional, voilà, pour cette compagnie de Toronto. Il faut dire que je suis constamment resté au contact donc, du monde entrepreneurial. Chaque fois que j'ai eu des défis de gestion en tant que cadre, c'était plus des défis qui se rapprochaient de l'autonomisation de la décision. Alors, à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas trop loin d'un entrepreneur. C'est autant de défis qui, aujourd'hui, ont forgé l'homme que je suis. Alors, avant cette expérience, peut-être rapidement, il faut dire que déjà au niveau du campus universitaire, j'avais déjà entrepris une forme de service de fourniture au kiosque sur le campus, notamment des Cocody. On avait mis en place relativement, disons à la suite d'une petite enquête qu'on avait faite au niveau des fournisseurs, les kiosques et les restaurants, pour voir qu'à un moment donné de la journée, il n'y avait plus de repas et c'était lié à la rupture donc, des approvisionnements. Alors nous, on a mis en place un concept qui consistait donc à apporter l'approvisionnement nécessaire et ces gens-là nous payaient par semaine et tout ça. Donc ça permettait une certaine fluidité au niveau de leurs activités. Et je pense que le concept d'entrepreneuriat s'est conforté un peu là. Alors, d'où ça vient tout ça? Il faut dire aussi que j'ai été élevé par un entrepreneur. Voilà, qui, durant tout mon cycle primaire, secondaire, me répétait la même phrase. Vu qu'il a des amis fonctionnaires qui venaient le voir et tout ça, il me disait, écoute, si c'est pour aller à l'école et devenir un petit fonctionnaire, autant venir faire mon commerce avec la famille.
Et j'y allais tous les jours, il n'y avait pas d'école. Je me rappelle que souvent, à l'école primaire, on me sortait de la classe pour aller au comptoir de bois de mon oncle, qui m'a élevé parce qu'il avait une mini-scierie. Et quand il était en voyage, surtout dans ma classe de CM2, quand il était en voyage, plusieurs fois on m'appelait pour venir donc compléter la facturation et compléter les transactions. Donc ça a commencé assez tôt. L'inspiration est venue de ceux qui m'ont élevé. Et je pense que c'est au Canada que finalement, devant l'ampleur du monde entrepreneurial canadien, que j'ai compris qu'il y avait une place à prendre. Parce que vous savez qu'au Canada, notamment au Québec où je vis, 85% des PME sont des PME familiales. Donc vous avez un concept, vous voyez le marché, il y a une opportunité de marché, vous avez un capital d'expérience, un capital de savoir, et tout de suite vous vous dites, ici il y a un risque, parce que sans risque il n'y a pas d'affaires. Chaque fois que vous voyez qu'il y a un risque, c'est là qu'intervient donc l'homme d'affaires. Donc je pense que je suis venu à l'entrepreneuriat par cette voie, peut-être pas une voie assez classique, mais je me suis retrouvé là naturellement. Voilà. D'accord. Pour quelqu'un qui est basé de l'autre côté de l'Atlantique et qui décide de revenir en Côte d'Ivoire, c'est son entreprise. Lorsqu'il arrive au pays, d'abord il décide d'aller dans un secteur qui est le secteur de l'eau. Et quand il arrive au pays, comment est-ce qu'il démarre son entreprise? Quelles sont les premières ressources qui l'accompagnent? Il faut dire que l'introduction ou alors la réintroduction sur le marché d'affaires ivoirien s'est fait par étapes. D'abord, avant de lancer Africa Beverage, j'avais procédé à un joint venture avec une entreprise canadienne, donc qui, avec une entreprise ivoirienne, mettait à la disposition du public un certain nombre de services. Donc moi, ça me permettait de continuer mon travail au Canada jusqu'à ce que j'estime que je suis prêt dans une certaine mesure. Et donc cette joint venture-là a continué, je pense qu'on a travaillé ensemble 4-5 ans de façon pratique et puis les résultats étaient très confortants. Du coup, l'idée donc de passer à l'autre étape, notamment fonder une entreprise en Côte d'Ivoire, se dessinait de plus en plus. Et naturellement, il y avait plusieurs projets dans le sac. Et chacun de ces projets a fait l'objet d'une étude rigoureuse. Donc, il y avait le marché de l'immobilier d'affaires, il y avait l'immobilier du luxe, il y avait aussi le marché de l'eau minérale. Pour ceux qui nous suivent et qui essaient de comprendre un peu les éléments de stratégie de votre démarche. Donc, comme vous le dites, on vient avec différentes opportunités d'investissement. On scanne son écosystème, on essaie de comprendre davantage. J'ai beaucoup d'idées d'investissement, j'essaie de voir quels sont les secteurs qui sont porteurs. Ça, c'est un élément essentiel qu'on peut retenir de la stratégie. Oui. Et le second élément qu'on peut essayer de voir aussi, c'est le partenariat. Oui. Donc, on essaie quand même de tisser un partenariat de structures nationales qui sont dans la même industrie, mais qui ont différents niveaux de développement. L'avantage qu'on a quand même, c'est qu'on ne part pas sur une feuille blanche. C'est ça. Parce qu'il y a un portefeuille de connaissances de ces entreprises qu'on va chercher à choisir. Absolument. Donc là, progressivement, on arrive. Donc, vous avez scanné l'écosystème, vous avez créé différentes opportunités, vous devenez un partenaire, et puis là, vous décidez de créer Africa Beverage. C'est ça. Donc, Africa Beverage donc, va naître à la suite des conclusions d'une étude, notamment dans le domaine de l'eau minérale. Au moment où nous prenions donc cette initiative, les études montraient que la couverture en eau minérale embouteillée était inférieure à 25%. Ici, on parle du segment Afrique de l'Ouest. Et puis, c'est un échantillonnage qui s'appliquait aisément à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire aussi que dans ce domaine, les données, j'allais dire, consolidées ne sont pas assez disponibles. Donc les études se sont faites sur des pays qui ont à peu près la même sociologie, la même composition que la Côte d'Ivoire. Et donc l'idée de lancer Africa Beverage est venue de là. Et cette étude aussi nous a montré sur quel segment on devait partir. Parce que déjà, il y avait des gros joueurs sur le terrain. Et lorsque nous avons analysé les conclusions, on s'est rendu compte que le segment des bonbonnes, notamment la fourniture d'eau dans le milieu professionnel, n'était pas assez fournie. D'accord, donc vous parlez de segments. Quels sont les différents segments de l'industrie? Alors, dans le domaine de l'eau minérale, il y a plusieurs segments. D'abord, il y a les marchés publics, avec le fournisseur national qu'on connaît, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont établies. Donc, en matière d'eau minérale, il y a un ensemble, disons, il y a un gros ensemble qui, lui, a ses sous-segments. Et puis, l'eau minérale ne peut pas se dissocier de l'industrie générale de la boisson. Voilà.
Mais ici, comme vous l'avez dit, en matière d'eau minérale, par exemple, vous avez un segment sur les petits continents, vous avez un segment sur les moyens continents, vous avez un segment sur les grands continents, mais il existe aussi des segments transversaux, comme l'eau oxygénée, par exemple, comme des eaux spécifiquement faites pour une catégorie sociale donnée, par exemple des diabétiques. Alors, il y a plusieurs segments en matière d'eau. Il y a cette segmentation qui peut être basée aussi sur la qualité de vie, notamment les sportifs, des femmes enceintes. Il y a plusieurs canaux. Alors, ces segments, comment ça se matérialise? C'est vraiment des enjeux de communication. Tout dépend de comment vous vous positionnez par rapport à un segment donné. Parce que la sociologie des consommateurs en Côte d'Ivoire a montré qu'en général, les gens cherchent juste de l'eau à boire. Mais lorsque vous adaptez donc votre offre à un segment donné, d'autres enjeux naissent, comme les enjeux de prix par exemple. Voilà. Vous savez aujourd'hui que si vous faites une bouteille à 90 francs, vous n'aurez pas de monnaie retour. Et ainsi de suite. Vous savez aussi que si vous faites des bonbons à 5 000 francs, bien que les gens soient dans le besoin, il y a des défis de budget. Donc, la segmentation aujourd'hui ne peut plus être vue comme une segmentation par produit. Voilà, le marché est assez évolué. Il y a une composante service aujourd'hui qu'il faut introduire dans la segmentation. Et cette composante service-là prend en compte les habitudes socio-culturelles des gens, quel style de vie ils veulent dégager. Quand ils tiennent une bouteille de Haut Life, quel message ils veulent que les gens voient à travers ce comportement-là. C'est autant de segments aujourd'hui à intégrer dans l'industrie de l'eau minérale en Côte d'Ivoire. Je vous écoute avec beaucoup de plaisir parce qu'effectivement, on est suivi par différents entrepreneurs. Et puis, je pense que c'est important pour des structures comme Côte d'Ivoire PME qui font la promotion de l'accompagnement technique et managérial des consommateurs, en tout cas des entrepreneurs. Parce qu'en général, les entrepreneurs, dans les cultures, dès qu'on interagit avec eux, c'est toujours la question de je veux du financement. Mais lorsqu'on vous écoute, on voit que derrière le directeur général que vous êtes, il y a de la connaissance. Et je pense que cette connaissance, bien sûr, découle de votre parcours scolaire et de ce que vous avez en tout cas traversé comme expérience professionnelle. Mais pour moi, c'est important pour un entrepreneur d'avoir une bonne connaissance de base de son métier. Parce que c'est un message qui est important pour les entrepreneurs. Que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste venir matin au travail, repartir le soir et puis pas une entreprise. Parce que là, peut-être qu'on manque de croissance. On peut commencer une entreprise petite, faire 5 ans, 10 ans, faire des petits chiffres d'affaires, avoir un salaire vu de cela. Mais lorsqu'on veut, passer à l'échelle, lorsqu'on veut la croissance, c'est important qu'on ait une démarche qui soit rationnelle. Définitivement. Haut Life a décidé de se positionner clairement sur le segment, je dirais, des bonbons. Donc aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, et puis bien sûr, on utilise tous de l'eau au bureau, à la cafétéria. Et puis, on n'imagine pas que derrière tout cela, il y a de la stratégie. Donc aujourd'hui, lorsqu'on prend le marché des bonbons d'eau, quelles sont les caractéristiques de ce marché aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, les bonbons d'eau, il faut dire qu'il y a plusieurs intervenants. Il y a plusieurs intervenants, notamment des compétiteurs. Alors, de plus en plus, dans la clientèle de consommation, il y a des exigences qui naissent, notamment la nécessité que l'eau soit de source. Et sur ce segment, Haut Life est très fier d'afficher. Eau de source, pour nous les profanes, c'est quoi l'eau de source? Et puis comparé à quel type d'eau? Puisque à Abidjan, lorsqu'on va payer de l'eau, on paye de l'eau. Mais quels sont les types d'eau? Et puis quelle est la réalité de ce marché? Parce que les rumeurs circulent. Il paraîtrait que souvent on paye de l'eau, mais que c'est de l'eau qui est simplement embouteillée à partir de robinet. Donc, quelles sont les possibilités à partir de source? Il faut dire déjà qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a eu une définition des enjeux, notamment à travers plusieurs rencontres avec Codinorm, par exemple, pour définir en Côte d'Ivoire ce qu'on pourrait appeler une eau minérale naturelle. Alors, sur ce schéma, c'est-à-dire à partir de cette donnée-là, donc, les déclinaisons peuvent se faire aisément. Une eau minérale naturelle, nous dans notre cas et dans le cas de certains compétiteurs, c'est d'abord de l'eau qui est puisée à partir d'une nappe souterraine. Obligatoirement. Ça peut être une eau aussi qui vient d'une chute, par exemple. Ça peut être une eau qui vient d'un fleuve. Mais à partir de là, la question de savoir est-ce que c'est naturel, la question se pose. Parce que naturel signifie qu'il n'y a pas d'ajout. Voilà. Donc, votre eau peut être une eau de source, parce que c'est assez vague comme thème. La source peut être souterraine, la source peut être fluviale. Aujourd'hui, dans certains pays, on est passé même à la désalinisation de l'eau de mer pour en faire une eau
naturelle. Donc le défi aujourd'hui, c'est de savoir, votre eau de source là, est-ce que ça fait l'objet de transformation? Est-ce qu'il y a eu des ajouts? Certains compétiteurs, par exemple, ajoutent des algues pour diminuer le taux de certains minéraux dans l'eau. À partir de ce moment, l'eau ne peut plus être considérée comme naturelle parce qu'il y a eu une transformation. Dans le cas de O-Life, il n'y a pas d'ajout. C'est de l'eau qui vient directement de la nappe phréatique et notre enjeu, c'est la filtration. Donc, certainement, on aura l'occasion de venir à travers le processus, par exemple, d'osmose inverse que nous utilisons pour s'assurer que la valeur naturelle de l'eau a été restaurée, notamment débarrasser de tous déchets, plomb, fer, argile et tout ça. Alors, donc, oui, dans la compétition, il y a beaucoup d'utilisation, par exemple, de l'eau de robinet. Ça, on le sait, notamment pour la plupart de nos compétiteurs installés sur le district d'Abidjan. Mais beaucoup aussi, notamment certaines bannières qui sont là, utilisent l'eau venue des nappes souterraines. Voilà. Et vous, votre entreprise est située dans quelle commune? Nous, on est situé à Zaguié. Donc, c'est une implantation qui est en pleine nature. Par exemple, là où se trouve le forage O-Life, vous n'avez aucune usine alentour. Donc, c'est une eau exempte de toute pollution. Parce que ce n'est pas parce qu'elle vient des profondeurs de la terre qu'elle n'est pas en contact avec la pollution. Mais historiquement, cette zone n'a pas abrité d'usine. Cette zone non plus n'a pas d'usine en amont. Donc, ça nous assure une certaine qualité de l'eau. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès de O-Life. D'accord. Et puisqu'on parle de qualité de l'eau aussi, c'est une thématique qui est proche d'un besoin qu'on connaît bien, celui des questions de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Mais aussi, lorsqu'on parle de l'eau, on parle d'environnement. Comment dans votre industrie ces questions sont-elles traitées? La question est essentielle parce que faire appel à la nappe phréatique fait également appel à beaucoup de responsabilités parce qu'on parle quand même d'un pays où la couverture en eau n'est pas à 100%, même s'il y a eu un taux de croissance phénoménal ces dernières années. Donc, il faut utiliser cette eau-là de façon responsable. Voilà, de façon responsable. Et aussi, nous, à notre niveau, on a un ensemble de programmes, notamment qui consistent à mesurer, à rendre, disons, à automatiser le système de puisée. Parce que ça, c'est très important. On a un système de puisée qui peut automatiquement s'arrêter lorsque nos besoins sont atteints. Donc, vous n'assisterez pas, par exemple, à des coulées d'eau ou alors à du gaspillage d'eau. Donc, ça, c'est un facteur important. Et l'autre élément, dans ce système de puisée, là, on fait beaucoup appel aux nouvelles technologies. Je me posais la question, comment est traitée la question de l'environnement, la question de la RSE au sein de votre industrie? La question de l'environnement dans le processus d'affaires chez Africa Beverage est une question importante. Au début déjà du projet, j'ai fait appel à cette société d'État, l'ANDE, voilà, l'Agence nationale de l'environnement, pour venir regarder notre processus et nous dire ce qu'ils en pensaient. Bon, naturellement, on a obtenu une lettre qui disait que notre activité n'était pas polluante, ce qui ne nous dédouane pas des autres engagements sociaux, notamment la gestion efficace de l'eau, notre contribution par exemple à la sauvegarde et à la durabilité des eaux en profondeur. Alors tout ça, ça pose la question donc d'une gestion environnementale de notre responsabilité sociale. On a un système de puisée qui est automatisé, ça c'est très important pour nous. Et à l'intérieur de nos enceintes, donc on a des installations, je dirais, qui se parlent entre elles, parce que lorsque le système de remplissage se fait, le système de remplissage peut automatiquement déclencher la puisée de l'eau. Qu'est-ce que nous faisons d'autre? Il y a aussi la gestion de l'environnement, parce que qui parle de puisée d'eau parle aussi de rationalisation de l'utilisation de l'eau. On parle d'une zone agricole où les populations utilisent l'eau. Et donc la gestion rationnelle de l'eau n'est pas seulement bénéfique pour notre organisation, mais pour tout l'environnement, pour tout l'écosystème d'affaires autour donc, de l'entreprise. Lorsqu'on prend par exemple la région dans laquelle nous sommes installés, nous avons mis en place un programme, notamment de collecte de déchets. Parce que les déchets, il ne faut pas seulement les voir après commercialisation, il y a aussi des déchets industriels. Voilà, notamment les ratés en matière de fabrication, parce qu'il faut dire aussi que quand bien même nous sommes une jeune entreprise, nous fabriquons tous nos contenants à l'usine.
que ce soit des bouteilles de 20 litres, que ce soit les petites bouteilles, les 5 litres, nous les fabriquons tous dans nos installations. Donc ça entraîne aussi des défis environnementaux, notamment les questions de collecte, notamment les questions de gestion des dépôts, des déchets. Donc la question environnementale ici est une question centrale à la vie d'une entreprise comme la nôtre. Voilà, toutes ces bouteilles que vous voyez là, c'est des bouteilles qui sont réutilisables. Et dans notre processus d'affaires initial, par exemple, l'utilisation des bonbons d'eau est aujourd'hui une des décisions qui contribuent à réduire au maximum les déchets. Parce qu'une bonbonne qui se vide et retourne à l'usine est traitée sanitairement et est remplie de nouveau. Donc c'est autant de bouteilles qui ne sont pas jetées sur le marché. J'ai vu par exemple des compétiteurs qui ont des bonbonnes jetables de 20 litres. C'est vrai que c'est une décision qui est propre à ces compétiteurs, mais nous, au niveau de O-Life, c'est des pratiques que nous nous gardons de faire. Parce que des déchets de bonbons de 20 litres dans l'environnement, on trouve que c'est assez énorme. Donc la responsabilité sociétale des entreprises voudrait donc que, en plus de se soucier donc de la gestion de leurs propres déchets, mais de se soucier également de la gestion des déchets qu'elles induisent dans l'environnement des consommateurs. Au niveau de Africa Beverage O-Life, quelle est votre appropriation de l'innovation? Quelle place occupe l'innovation dans votre stratégie? D'accord, merci. Alors l'innovation chez Africa Beverage, c'est d'abord dans le concept lui-même. Faire une entreprise qui se positionne comme un complément journalier. Alors, je prends un exemple. C'est vrai qu'au niveau de votre entreprise, ici, beaucoup d'efforts sont faits pour assurer le confort des cadres et des autres employés. Mais il y a une composante essentielle dans la journée, c'est l'hydratation. Donc, nous positionnons comme un partenaire à l'hydratation de vos ressources humaines. Alors, cette innovation est venue donc avec j'allais dire beaucoup d'autres corollaires, notamment la conception de fontaines multifonctions, c'est-à-dire des fontaines qui peuvent aujourd'hui être programmées, c'est-à-dire vous pouvez choisir votre température autant en chaud qu'en froid. Vous pouvez aussi utiliser des petits bacs réfrigérants qui sont inclus dans les fontaines. Et donc ça c'est autant de concepts qui sont à l'origine même de O-Life en termes d'innovation. Alors, l'autre innovation, c'est aussi au niveau de nos équipements. Vous savez, jusqu'à une date récente, beaucoup d'entreprises d'eau en Côte d'Ivoire utilisaient des filtres. C'est souvent des filtres biologiques et tout ça, souvent des filtres à sable. En gros, les anciennes méthodes de filtration. Aujourd'hui, nous avons introduit le système d'osmose inverse, qui est un enjeu majeur aujourd'hui en matière de filtration de l'eau, qui donc est d'actualité dans cette industrie à travers le monde. Que vous allez aujourd'hui en Asie, en Amérique, en Europe, les systèmes d'osmose inverse sont les plus fiables en termes de filtration de l'eau. Un système d'osmose inverse, c'est un système doté de filtres à nano très fins, et en amont desquels se trouve une pompe de grande pression. Voilà, si on veut résumer le système d'osmose inverse, on prend de l'eau et on injecte dans un filtre quasiment non passant, si on peut dire ainsi, et on pousse l'eau là-dedans. Voilà. De sorte qu'à la sortie, il y a très peu de chances que des résidus. Disons, il n'y a quasiment pas de chance parce qu'on est quand même à un taux de 99 et plus %. Donc, le système d'osmose inverse permet aujourd'hui d'avoir les meilleurs résultats en matière de filtration d'eau. Donc ça, c'est une autre innovation qu'on a ajoutée au niveau de l'usine. Alors, vous voyez que toutes ces innovations-là, pour l'heure, d'aucuns vous diraient qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Parce que, est-ce que ça vous permet de vendre plus de bouteilles? Alors, naturellement, on a des processus d'affaires qui sont aussi imprégnés d'innovation. Par exemple, aujourd'hui, dans notre industrie, nous sommes quasiment les seuls à offrir la possibilité de commander vos bonbons en ligne. Voilà, donc on peut donner des accès à tout client et de sorte qu'il n'ait plus à nous appeler. Alors ça, c'est une innovation parce que de ce que nous avons appris des entreprises, il y a le temps d'appel, par exemple, pour joindre un service de fourniture d'eau. Avec ce système-là, vous éliminez quasiment
le système téléphonique. Donc ça se passe en 30 secondes, vous passez les commandes que vous voulez et vous dites où vous voulez être livré, aussi simple que bonjour. Okay. Une autre innovation que nous avons introduite, c'est au niveau de la gestion de nos ressources humaines. Okay. On a instauré un CRM d'entreprise qui permet aujourd'hui à chaque unité de pouvoir se parler et de pouvoir réagir en temps utile, notamment sur les défis liés à l'exploitation. Donc ça, c'est une innovation que nous avons introduite et qui donne les effets parce qu'à tout moment, nous pouvons savoir l'humeur même de la clientèle, parce que j'ai dit humeur parce que les clients peuvent interagir avec nous. Et ça, c'est autant d'innovations qui font aujourd'hui de Olife une marque qui se distingue. Il y a eu l'introduction de ce concept-là de fabrication des bouteilles en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire que jusqu'à une date récente, aucun fournisseur de bonbons enregistré ne fabriquait ses propres bouteilles. Alors, nous sommes passés par l'épisode de Covid-19 et nous en avons tiré toutes les leçons. Parce que avant ça, parce qu'il faut dire aussi que le lancement de Olife a coïncidé avec Covid-19 et l'entreprise a quasiment laissé ses plumes là. Parce que dans la première stratégie, comme je vous disais, il était question d'un accompagnement des entreprises. Donc, 90% de nos clients étaient des entreprises. Et lorsque quelques mois plus tard, les exigences sanitaires de la Covid ont été appliquées, beaucoup d'entreprises ont fermé. Je peux vous dire que Olife a perdu quasiment toutes ses bouteilles. Et donc, on ne voulait pas refaire la même chose. Parce que toutes ces bouteilles perdues là avaient fait l'objet d'importation. Donc, lors de la reprise, nous avons jugé utile de créer un département, une usine annexe pour la fabrication de nos contenants. Pour la simple raison qu'il est plus facile d'importer des intrants, notamment les préformes, que des bouteilles. Voilà. Donc ça, c'est une innovation que nous avons introduite dans le secteur et qui s'est accompagnée donc d'un facteur de traçabilité très important. Aujourd'hui, lorsque vous retrouvez une bouteille Olife sur le marché, vous savez tout de suite, en dehors de son étiquette, que c'est une bouteille Olife. Que ce soit des bonbons, toutes nos bonbons sont signés propriété Africa Beverage. Ça, c'est très important. Pour la simple raison que dans cette industrie, il y a un avenir qui ne peut pas être évité. Il s'agira de la responsabilité des entreprises dans le concept du pollueur qui va payer. Et donc, nous préparons ça. Nous avons introduit en amont les innovations nécessaires, comme ça se passe dans certains pays développés, pour ne pas être pris de court lorsque ces épisodes-là vont arriver. D'accord. Je pense que vos collaborateurs sont avec nous ici. Peut-être que vous n'avez pas donné tous les secrets, mais je vous demanderai comment est-ce que vous faites pour être capable de gérer à distance. Comment l'entreprise fonctionne à votre absence? Quels sont les éléments qui sont mis en œuvre? Déjà, il faut dire que l'entrepreneuriat en lui-même, c'est un défi. D'accord. C'est un défi aussi bien pour ceux qui sont, j'allais dire, sur place que pour ceux qui sont à distance. Dans le cas particulier de l'entrepreneuriat à distance, il faut dire qu'il y a une petite dose de difficulté quand même. Parce que venir du Canada quasiment chaque 6 semaines ou chaque 8 semaines, ça a déjà un coût en termes de timing, parce que j'ai une autre entreprise au Canada. Ensuite, il y a la question de la gestion des agendas, qui était un autre défi. Et le défi essentiel, c'est comment mener ces troupes à distance. Voilà, parce que comme vous pouvez le voir, je suis avec des gens très déterminés. Alors, il a fallu introduire des innovations, ça c'est clair. Mais avant de parler de ces innovations-là, il y a la connaissance aussi du terrain. Il faut dire que créer une entreprise en Côte d'Ivoire depuis le Canada ou depuis la France ou partout ailleurs dans le monde, il y a des dispositions déjà qui sont prises par les gouvernants. Dans mon cas particulièrement, j'ai pu bénéficier des conseils de certaines structures, notamment le CPC Côte d'Ivoire PME. Et ces conseils-là nous ont permis donc de bénéficier de certaines choses dont nous ne savions pas. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.